Bonjour et bienvenue dans Comme en politique, l'émission qui décrypte chaque mois les stratégies en communication de nos femmes et de nos hommes politiques. Nous allons commencer par une plongée dans le fantastique en parlant de storytelling. Alors, le storytelling, ce sont ces techniques que les communicants utilisent calquées sur les contes de fées, ceux-là même qu'on raconte aux enfants. Pourquoi faire ? Tout simplement pour créer un personnage politique et pour mieux vendre ses idées. Et puis ensuite, nous allons parler de la communication des premières dames. Alors là, attention, exercice périlleux. On vous parlera des figures imposées et aussi des sujets tabous. Et puis, on terminera en revenant sur l'affaire Cahuzac et la stratégie du déni. Et puis surtout, en revenant sur le voyage de Fleur Pellerin. Voyage en Corée du Sud absolument réussi. Tout ça, c'est dans Comme en politique et c'est maintenant. Le storytelling, voilà un mot qu'on entend tout le temps dans la bouche des communicants. Alors, en bon français, c'est raconter une histoire. Mais si on rentre précisément dans les techniques, eh bien, c'est comme si on était dans un conte de fées. Donc il faut un héros, il faut des péripéties, il faut un dragon et il faut surtout une fin heureuse. Bon, on dirait, ok, mais alors comment est-ce qu'on fait tout ça avec un homme politique? Comment est-ce qu'on transforme sa vie en roman? Justement, c'est ça le boulot des communicants. Il était une fois... Un homme face à son destin. C'est une faute impardonnable. Sa mission, sauver la France. Pour cela, il devra affronter le monstre de la finance et le chômage. Ses armes... Ok, on en fait un peu trop là, mais si on regarde bien les discours des politiques, les histoires ne sont jamais très loin. Un père a raconté l'histoire de sa fille de 8 ans, dont la longue bataille contre la leucémie aurait pu tout prendre à ses parents si la loi sur la sécurité sociale n'avait été votée. Moi, je me mets à la place de tel ou tel de nos compatriotes dont le gamin, à la sortie du collège, se fait arracher son pain au chocolat par une bande de voyous qui lui dit « tu manges pas pendant le ramadan ». Pourquoi les politiques utilisent-ils des histoires dans leurs discours? C'est ce que nous avons demandé à Sébastien Durand, communicant spécialisé en storytelling. Pour lui, la mise en scène est partout. J'ai pris Match non pas à cause de Garou, mais parce que je pense qu'on va y trouver des portraits d'hommes ou de femmes politiques en famille et faisant la cuisine. On pourrait prendre aussi ce nouveau François, le pape normal, comme nous avons un président normal, pour voir qu'effectivement, aujourd'hui, le storytelling va se nicher un petit peu partout. Et si le storytelling se niche partout, c'est qu'une bonne histoire vaut bien un long discours. Alors ce qui touche les gens quand on raconte une histoire, c'est que finalement ça nous ramène à ce qui nous plaisait quand on était plus petit. Une histoire, même si en storytelling politique on ne dit pas « il était une fois », derrière toute histoire il y a ce « il était une fois ». Et quand vous êtes parent et que vous dites à vos enfants « il était une fois », tout de suite leurs yeux s'illuminent et ils ont envie que vous leur racontiez la suite. Donc à partir du moment où on crée cette histoire, où on crée ce héros, où on crée les obstacles qui vont le faire, c'est quelque chose qui nous parle plus que des arguments rationnels. Parfois plus efficace que des arguments, le storytelling emprunte des techniques de narration au conte et au scénario, avec plusieurs ingrédients à ne pas oublier. C'est un personnage qui a un objectif qu'on partage, que le spectateur partage avec lui et qui essaye d'atteindre cet objectif et qui rencontre des embûches sur son chemin, quoi. Donc à chaque fois qu'il rencontre une embûche, il sort grandi d'avoir triomphé de l'embûche. Du coup, ça crée une identification du spectateur à ce personnage. Si le personnage est suffisamment bien élaboré et si les embûches sont intéressantes, le spectateur se reconnaît dans le personnage. Appliquées à la politique, ces recettes narratives ont un objectif, vendre un homme en romançant sa vie. Très utilisé aux États-Unis par le président Obama, le storytelling s'est implanté en France avec François Mitterrand. Gérard Collé, le conseiller de l'ombre du président socialiste, a été un des premiers avec Jacques Pilan à construire des histoires. Nous l'avons rencontré chez lui dans les Landes pour qu'il nous raconte le récit mis en place en 1981 pour contrer Valéry Giscard d'Estaing. C'était Roosevelt contre Louis XV ou l'homme qui veut contre l'homme qui plaît. Absolument, c'est un document dont je suis très fier, oui. Grâce à ce document, Mitterrand endosse donc son personnage, celui de Roosevelt, un homme âgé mais courageux. Valéry Giscard d'Estaing se retrouve avec le costume de Louis XV, un homme hautain et loin du peuple. L'histoire est en marche. On a simplement créé un effet de loupe sur le défaut de Giscard et un effet de loupe sur les qualités de Mitterrand, en les positivant. Il n'était pas vieux, il était sage, etc., etc. L'homme qui veut gagne donc les élections de 1981, alors que quelques mois plus tôt, les sondages le donnaient perdant.
François Mitterrand est élu président de la République. L'histoire a fonctionné car c'est celle que le public voulait entendre à l'époque. Jacques Séguéla dit que François Mitterrand lui aurait confié que est élu homme politique celui qui sait raconter au peuple l'histoire que le peuple a envie d'entendre au moment où il a envie d'entendre. Donc il y a dans le storytelling une complicité. Celui qui raconte, ça ne fonctionne que parce que celui à qui on raconte a envie d'entendre et a envie de croire cette histoire. Pour savoir quelle histoire va plaire, les communicants de Mitterrand utilisent des focus group où plusieurs Français donnent leurs avis et leurs opinions. Grâce à ces études, ils savent quel récit inspirera le peuple. Gérard Collé se mue alors en véritable scénariste. On part de l'opinion, on part de ce que lui veut faire. Hein, c'est celui-là, il est président de France ou d'ailleurs, il est Premier ministre, il est président de conseil régional. Lui, il a un projet, il sait ce qu'il veut faire. Votre boulot, c'est, je le répète, médiateur. Donc, il est entre les deux. Et il construit une histoire pour que, sur ce sujet-là ou sur d'autres, ils s'entendent, ils se comprennent. Ça se mixe. Voilà comment est né un des premiers storytelling politiques en France. Mais c'est loin d'être le dernier. Il y a des histoires qui ne durent que le temps d'une publication et des histoires qui s'inscrivent dans la mémoire collective. Dernier exemple en date, L'Homme normal. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Si l'histoire du candidat normal a propulsé Hollande à la tête de l'État, le succès n'a duré qu'un temps et pour cause. François Hollande, qui a réussi sa conquête du pouvoir, est toujours aujourd'hui dans une recherche de storytelling de l'exercice du pouvoir. Comment trouver la bonne distance entre ce qu'on attend traditionnellement des gens qui nous gouvernent, d'être au-dessus, de l'altitude, et puis des choses plus modernes qui sont, on veut quand même des gens proches de nous, on veut des gens qui nous ressemblent un peu. C'est pas facile à trouver l'équilibre entre ces deux forces qui s'opposent. Et manifestement, oui, le président est encore dans la recherche de cet équilibre. Le candidat normal, c'était la formule magique pour conquérir le Graal, mais une fois président, il faut se créer un nouveau personnage qui collera mieux à l'opinion. Quelle folie de cette idée de président normal. Quelle folie. Ça relève du bon sens. Je pense que c'est une opinion répandue chez plus de 80% des Français. Président de la République, normal, ça ne va pas. Ça ne convient pas. Le prochain défi à relever pour notre héros national, nous emmener dans une nouvelle aventure pour que l'histoire retienne de lui qu'il était un grand président. Denis Pingot, bonjour. Bonjour. Alors Denis Pingot, vous avez une société conseiller en communication qui s'intitule Balise. Et en plus, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes venu pour nous parler du storytelling. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aujourd'hui dans ce qu'on entend, dans ce qu'on écoute, de storytelling appliqué? Il y a un exemple tout récent et tout frais qui est le combat qu'a engagé le président de la République pour la moralisation de la vie publique et qui ressemble à un conte pour enfants. Pourquoi? Parce que vous avez un dragon qui a déjà été terrassé, qui est Jérôme Cahuzac, d'autres dragons qui rôdent parmi éventuellement les élus, et puis surtout d'énormes dragons qu'il faut aller vaincre dans les paradis fiscaux, en Suisse, etc. Donc vous avez un ennemi. Vous avez un héros, c'est le président de la République, qui propose un certain nombre de mesures et qui entend bien faire appliquer ces mesures, qui se montre déterminé et implacable, dit-il. Et puis vous allez avoir une histoire avec des épreuves, des obstacles à surmonter. Mais vous avez, au bout du compte, un Graal dans cette histoire qui est « on va enfin pouvoir contrôler nos élus ». C'est-à-dire que ce sera pur, ce sera définitif. Et là, on a une belle histoire à raconter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples de storytelling, notamment concernant des hommes politiques qu'on connaît, qui n'ont pas fonctionné ou qui ont connu des ratés? Alors il y en a un, notamment, qui est celui de François Fillon. François Fillon, il a construit sa carrière politique sur l'idée qu'il était un homme sérieux, travailleur, calme. Il a construit son image autour de ça et donc il a construit son storytelling autour de l'idée qu'il pouvait être un juge de paix, au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de la mêlée, rassembler, faire avancer la France et être un serviteur de la République. Et puis François Fillon se retrouve dans la bataille de l'UMP et là, on découvre un François Fillon qui, peut-être malgré lui, rentre dans une mêlée assez nauséabonde, apparaît à certains moments même comme un diviseur en créant un groupe dissident de son propre parti, bref, donne le sentiment que son histoire dérape complètement.
Et puis donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a cloché et qu'il y a eu un peu une déchirure dans l'histoire. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que vous nous enseignez, c'est que le storytelling se bâtit dans la durée. C'est pas quelque chose juste comme ça qui dure 2-3 jours ou une dizaine de jours. Non, le storytelling, c'est pas un coup de com'. Hein. Alors on peut toujours dire qu'il y a un storytelling sur un événement ou un déplacement d'un président de la République, mais le vrai storytelling, ça demande du temps parce que ça demande la construction à la fois d'un récit et puis que ce récit connaisse des épisodes et puis que le public adhère progressivement aux éléments de ce récit, aux fondamentaux de ce récit et qu'au bout du compte, il y ait une fin à ce récit qui généralement en politique est la conquête du pouvoir ou la réélection au terme d'un exercice de pouvoir comme par exemple Obama aux États-Unis. Alors on en parlait ensemble, il y a aussi l'exemple d'Obama, avec une histoire particulière sur justement la personne qui est chargée d'écrire l'histoire d'Obama. Oui, parce qu'en France, on pense storytelling de manière très politique. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un pays très idéologique où la politique a quand même encore une très grande force. Un programme, des idéaux, des projets, etc. Des stratégies. On est très marqué par une culture très idéologique, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus pragmatiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, le speechwriter de Obama, qui a écrit ses discours pendant 4 ans, entre 2008 et 2012, et qui John Favreau, qui a donc été un vecteur fondamental du récit d'Obama tout au long de sa première présidence, qui lui a permis d'être réélu. Il s'en va, il quitte la Maison-Blanche parce qu'il a envie de faire autre chose. Et où est-ce qu'il va ? Eh bien, il devient scénariste à Hollywood. Ah oui, effectivement. Donc là, en matière de storytelling, la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant retrouver notre top et nos flops. Alors le top, c'est un super storytelling, puisque c'est Fleur Pellerin, qui est notre ministre de l'économie numérique, qui retourne en Corée du Sud et qui raconte cette histoire sublime de la petite fille qui a été adoptée, etc., et qui revient dans ce pays-là en étant ministre superstar, et qui fait une très très belle pub à la France. Ça, c'est du côté des tops. Et puis, avant l'affaire Cahuzac, souvenez-vous, eh bien, notre président de la République, François Hollande, est intervenu le 28 mars pour redonner espoir un petit peu aux Français. Alors, ça, visiblement, c'est plutôt dans les flops. Jamais un ministre en charge des PME n'avait soulevé autant de passion. Le 23 mars dernier, Fleur Pellerin a reçu un accueil digne d'une rockstar en Corée du Sud. Et pour cause. Bien plus qu'une ministre française, la jeune femme est un véritable symbole dans son pays d'origine. Adoptée par un couple de Français, celle qui s'appelait alors Kim Jong-suk suscite l'admiration des Sud-Coréens pour ses diplômes et son parcours. Les médias ont d'ailleurs largement couvert sa visite en mettant en avant ses racines. Grâce à ce statut exceptionnel, sa venue à Séoul a pris la tournure d'une visite d'État. En l'espace de 2 jours, la jeune femme a ainsi rencontré les personnalités les plus influentes du pays, comme la présidente, le Premier ministre et le maire de Séoul. Mais le rang d'icône de Fleur Pellerin est aussi le bienvenu pour la France. Alors que l'image du pays est au plus bas à l'étranger, elle représente l'ambassadrice parfaite, même si parfois la barrière de la langue se fait un peu sentir. 안녕하세요. Non, c'est pas comme ça. 안녕히 계세요. Comment c'est? 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Et le miracle n'a pas eu lieu. Pour sa première intervention télévisée en 7 mois, François Hollande a réuni plus de 8 millions de téléspectateurs. Une audience phénoménale pour la chaîne et pourtant 66% des Français ne l'ont pas jugé convaincant. Sur la forme, rien n'a été fait pour installer la stature présidentielle de François Hollande. Le décor est écrasant et ce qui devait être un entretien s'est transformé en un grand oral ennuyeux. Bref, la mise en scène de l'Élysée a plombé l'exercice. Je sais ce que je décide et je sais où on va arriver, c'est-à-dire à la réussite. Le fond n'était pas non plus au rendez-vous. En économie, les Français voulaient un chef de l'État décidé et déterminé. À la place, ils ont eu un François Hollande avouant d'emblée une erreur de jugement. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'était que cette crise allait encore durer plus longtemps que prévu. Le langage utilisé était abstrait et très technocratique. Une mesure exceptionnelle. Après avoir relevé le taux de TVA sur le bâtiment. Moi, je n'ai rien relevé du tout. De 7 à 10, là, les taux intermédiaires. Non, ça c'était en 2014. Mais ceux qui ont relevé le taux de TVA sur les bâtiments, ce sont nos prédécesseurs, qui ont passé de 5,5% à 7%. À moins d'être expert dans le bâtiment, pas facile de comprendre quoi que ce soit. Et si l'opinion attendait des solutions face à la crise, elle est restée sur sa faim. Ce soir, je vais dire aux entreprises que nous allons faire un choc de simplification. La formule a certainement été préparée à l'avance par les conseillers en communication de l'Élysée, mais il faut avouer qu'elle laisse pour le moins songeur.
Bref, le président n'aura pas du tout convaincu et il n'aura pas freiné sa chute vertigineuse dans les sondages, passant de 30% à 27% d'opinion favorable en avril. Les premières dames, on leur demande à la fois d'être élégantes, mais attention, pas potiches, d'être bien entendu cultivées, mais pas bavardes, et surtout d'être modernes. Oui, modernes, mais au service de leur mari. Dites-moi, ça ressemble pas un peu à une situation absolument impossible en communication? Et c'est vrai que quand on regarde les particularités de toutes ces premières dames, le moins qu'on puisse dire, c'est que les situations sont délicates. Parce que, en gros, d'Anémone à Valérie, en passant par Bernadette ou Carla, madame est servie. Nous sommes le 21 mars 2013. Valérie Trierweiler fait sa première apparition à la télévision depuis l'élection de François Hollande. J'ai fait différentes choses jusqu'à maintenant, même si je n'en parle pas beaucoup. Une opération reconquête de l'opinion qui utilise tous les ingrédients d'une communication bien cadrée, un contenu détaché du politique, délivré dans un bon timing et surtout une parole rare. Nous avons rencontré Claire Vénian, une communicante qui a rencontré et étudié des premières dames. Directement. Il faut que j'apprenne ça. Elle est très bien. Venue parler de son engagement pour la journée mondiale de la trisomie 21, Valérie Trierweiler rentre peu à peu dans son costume de première dame. Là, c'est naturel. Là, on voit que c'est une femme intelligente qui saute sur l'occasion et qui donne un élément de langage. Voilà, elle est spontanée, donc l'élément de langage passe très bien. Avec cette prestation, la première dame a un objectif, faire oublier l'actualité de la semaine. Ce passage à Canal+ intervient 2 jours après la démission de Jérôme Cahuzac et le lendemain de sondages catastrophiques pour le président. Bref, la première dame joue un rôle actif dans la communication de l'exécutif. Et forcément, quand la première dame, qui parle rarement, prend la parole, les médias détournent des informations qui peuvent être délicates pour le président. Et c'est là ce qu'on appelle une stratégie de détournement. Et on voit que l'agenda sitting correspond souvent à des périodes difficiles pour des ministres, pour le gouvernement, pour le président, à l'international. Une première dame, en période de crise internationale, peut prendre la parole pour détourner l'intérêt des journalistes pour un certain sujet. Et ça marche vraiment? Malheureusement, vous faites sûrement mal votre métier, ça marche. Et la distraction a bien fonctionné. Pendant quelques heures, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'exécutif. Même son procès l'opposant aux auteurs du livre La Frondeuse est passé à la trappe. Opération réussie pour la première dame, qui pourtant n'avait pas le droit à l'erreur. Comme celles qui l'ont précédée, Valérie Trierweiler a dû se plier à l'exercice presque impossible de communiquer lorsqu'on est compagne de président. Le moindre fait et geste va être copié, analysé, va être scruté, va être commenté. Il n'y a pas une bonne règle à faire, quoi. Voilà. Il y en a qui veulent communiquer, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent se montrer, il y en a qui ne veulent pas se montrer. Libre à chacune d'elles de faire comme elle le veut, comme elle l'entend, mais il n'y a aucun système de référence, il n'y a pas de texte de référence. Voilà, il faut faire comme ça ou pas. Donc chacune fait à sa guise. Alors c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, c'est ce que l'histoire racontera plus tard. Et pour Valérie Trierweiler, l'histoire aura très mal commencé. 3 semaines après son arrivée à l'Élysée, son tweet en faveur de l'opposant à Ségolène Royal a mis le feu aux poudres et a nui à l'image du nouveau président. Après ce raté de com', la première dame a fermé la porte aux médias. Elle ne s'exprime plus, sauf sur Internet. Sur le site de l'Élysée, une page a été créée en mars pour qu'elle communique sur ses activités. Nous n'avons pas pu la suivre lors de ses déplacements. Alors pour savoir qui se cache derrière ce personnage mal aimé des Français, nous nous sommes rendus dans un centre d'hébergement que Valérie Trierweiler a visité en 2012. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était cette autonomie qu'il y a par rapport à quelque chose d'hyper institutionnalisé. Autonomie car pendant que le président fait la visite de l'établissement, la première dame s'est éclipsée. Elle est allée au premier étage à la rencontre des résidentes, mais surtout à l'abri des médias qui ne sont pas forcément tendres avec elle. Par rapport à ce qu'on lit dans les médias, y a pas de... je ne sais pas où ils trouvent cette femme, parce que ce n'est pas celle que nous on accueille ici en tout cas. On a accueilli quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'ouvert, de drôle. Une première dame chaleureuse et indépendante sur le terrain, une image à l'opposé de celle qu'elle s'est forgée dans l'opinion. Et c'est précisément sur cette image que repose sa communication. Elle est là pour l'image, bien entendu. Elle complète l'image du président. Maintenant, il y a des cellules de communication qui réfléchissent. Alors, comment faire aimer la compagne du président? Comment créer un lien affectif avec les Français?
Malheureusement, c'est pas si facile parce que il faut pas que ça sente la communication. Or, il y a quelquefois souvent des opérations qui sentent un peu trop la communication. Et Christine Claire sait de quoi elle parle. Elle a accompagné Valérie Trierweiler pour la distribution d'une soupe populaire à Angers en 2012. Tout ça a été parfaitement composé. On avait mis autour de la table un panel. Bon, dans la salle, il y avait à peu près la moitié de policiers civils. Bon, c'est très difficile que ça n'ait pas l'air fabriqué. Fabriquer l'image est une nécessité pour les premières dames. C'est ce qu'a bien compris Michelle Obama. Elle se prête à tous les exercices de com lorsque son mari est en difficulté. Mais attention, être un joker, ça marche, à condition de ne pas trop utiliser la ficelle. Elle est trop présente et comme je vous disais, il faut utiliser les premières dames avec parcimonie. Sinon, l'agenda sitting ne prend plus en fait. Voilà, elles prennent trop la parole, la magie du storytelling ne prend pas parce qu'elles sont trop présentes. Être présente sans trop parler, se montrer aux côtés de son compagnon sans être une potiche, bref, dur de trouver un juste milieu, surtout que la fonction semble venir d'un autre temps. La société évolue et le statut de ces femmes n'évolue pas du tout, donc c'est obligatoire que ça grince, que ça pète et que ça craque, c'est obligatoire. David Medioni, bonjour. Bonjour Thomas. David Medioni, on rappelle votre blog Yes They Can sur l'Express, spécialisé en communication politique. Nous allons parler de la première dame, ou devrais-je dire de la First Lady. Tiens, d'ailleurs, First Lady, oui, ça nous vient des États-Unis, cette histoire. Bah oui, c'est tout le paradoxe des premières dames à la française. C'est-à-dire que la First Lady, la première dame, c'est une invention typiquement américaine. La première figure tutélaire, c'était Jackie Kennedy. Elle a été imitée par Madame Pompidou, par Madame Giscard d'Estaing. Et puis, aujourd'hui, il y a la nouvelle figure tutélaire, la First Lady moderne, la First Lady qui tweet, c'est Michelle Obama. Et du coup, Carla Bruni et puis Valérie Trierweiler tentent, tant bien que mal, de s'inspirer de cette figure tutélaire. Le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas ce que c'est une vraie première dame à la française. Alors du coup, on a l'impression en fait qu'on s'en sert comme une sorte de fusible quand la communication du président soit marche pas, soit est brouillée, etc. Là, on fait appel à la com de la première dame. Bah oui, parce qu'en fait, la première dame en France n'a pas de statut dans la Constitution. Il y a toujours ce petit hiatus compliqué au niveau juridique, c'est-à-dire qu'elle a des gens qui travaillent à l'Élysée dans son cabinet, mais elle n'a pas de statut réel, elle n'a pas de rôle politique majeur finalement dans la Constitution française, dans le régime français. Donc du coup, on s'intéresse toujours à la première dame quand la communication du président est brouillée, ou elle n'est pas claire, ou alors que le président est un peu inexistant. On voit que c'est quand même à chaque fois des relais de communication assez efficaces, parce que quand le stratège est coincé avec son personnage principal, il a comme ça une carte à jouer qui peut quand même donner des trucs. Et Valérie Trierweiler alors... Valérie Trierweiler, on s'intéresse à elle, pourquoi ? Parce que la communication de François Hollande est brouillée, au mieux et au mieux inexistante. Donc finalement, on sait qu'il n'y a pas de récit, politique sur la façon dont il veut conduire la France. Et aujourd'hui, du coup, les gens vont s'intéresser à Trierweiler pour essayer de comprendre, avoir des indices ou des confirmations sur vers où on va avec François Hollande. Alors, du coup, c'est à la fois son bouclier, peut-être, et son talon d'Achille. Son talon d'Achille. Alors vous dites talon d'Achille, ça tombe bien parce que je vais vous montrer une vidéo qui a fait un petit peu le tour des médias, mais nous on va s'y intéresser en spécialiste en communication. Vous allez voir Valérie Trierweiler en pleine forme. Bon alors là, c'en est même drôle la manière dont elle l'alpague. Mais sauf qu'elle va se coller cette image-là pendant très longtemps. Surtout qu'elle avait déjà, c'est un peu une récidiviste, Valérie Trierweiler, c'est un peu une récidiviste du talon d'Achille du président, si tant est qu'il lui fallut un talon d'Achille à François Hollande, en termes de communication bien sûr. Mais c'est-à-dire que bon, il y a eu cette histoire du tweet où elle a soutenu le concurrent de Ségolène Royal aux législatives, et puis elle récidive après pourtant avoir fait une période de diète médiatique, une période où elle essayait de lancer des associations humanitaires, ainsi de suite. Alors ça, l'association humanitaire, c'est vrai, on est dans la première dame à la française, parce qu'on a eu Daniel Mitterrand avec France Liberté et Bernadette Chirac avec les Piazones, mais c'était un peu différent justement. Si vous voyez, les deux modèles à peu près réussis de première dame à la française, c'est Daniel Mitterrand et Bernadette Chirac. Daniel Mitterrand parce qu'elle faisait de l'humanitaire, elle était très engagée à gauche et elle permettait à son président de mari finalement de pouvoir faire une politique plus à droite et quand même avoir une identité de gauche affirmée, une caution de gauche affirmée. Et Bernadette Chirac, elle, était une vraie politique, c'est-à-dire qu'elle elle est élue en Corrèze, elle labourait le terrain en Corrèze pour son président de mari, encore une fois, et avec les Pieds jaunes, elle s'est fait aimer des Français grâce à une action humanitaire. Donc c'est les deux
Finalement, c'est les deux Donc pieds de la Valérie première dame à la Trierweiler, française. elle refaisait ça aussi avec son action en faveur des trisomiques. Elle était un peu sur cette pente-là. Et là, crac. Elle essayait de faire ça, mais le problème, c'est qu'elle est dans une dualité totale depuis le début. C'est-à-dire que même pendant la campagne, elle disait « je veux rester journaliste ». Finalement, elle ne sait pas si elle veut rester journaliste. Elle fait une chronique à Paris Match, c'est une chronique littéraire. Mais finalement, tout le monde la lit avec un double sens parce que des fois, elle parle de romans d'amour et ainsi de suite. Donc c'est intenable. Si Son rôle est intenable et surtout, elle n'a pas de modèle réussi en France réellement de première dame. Donc c'est intenable. Reste à en inventer un. Merci beaucoup, David. On va maintenant passer à un autre spécialiste de la communication. C'est Arnaud Champremier-Trigano qui revient sur l'affaire Cahuzac. Alors là, lui, il s'est intéressé à la stratégie du déni. Hein, la stratégie du déni, on pourrait se dire, ouais, tant qu'on ne se fait pas prendre les doigts dans le pot de la confiture, peut-être que ça peut marcher. Non, lui, il pense que de toute façon, on se fait toujours attraper. Faute avouée, à moitié pardonnée, enfin, pour le cas de Jérôme Cahuzac, ça risque d'être un peu plus compliqué, car non seulement il a nié, mais en plus, il a utilisé ce déni comme une vraie arme de communication massive. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Un déni que notre expert a décrypté. Jérôme Cahuzac a parlé de spirale du mensonge, on aurait presque pu parler en termes de communication de stratégie du mensonge, c'est-à-dire une stratégie qui vise à assumer pleinement un mensonge. J'ai nié en bloc, je comprends qu'il faut nier en détail, je nie en bloc et en détail. Mais quand le mensonge ne prend pas, le seul moyen de sauver les meubles, c'est de passer aux aveux. Et cela demande encore une fois de suivre une logique bien précise que d'autres avant Jérôme Cahuzac ont utilisée, comme par exemple Bill Clinton ou plus récemment le cycliste Lance Armstrong. Notre expert a analysé les aveux que l'ancien ministre a postés sur son blog Explication de texte. La notion de pardon est très présente. Il y a toute cette dimension autour du conflit intérieur qui le déchire, qui le taraude. Donc on voit bien en intérieur la lutte entre le bien et le mal. Donc on est dans un champ sémantique et un champ sémantique finalement très religieux. Ça fonctionne aux États-Unis, on est moins sûr que ça fonctionne en France. La première leçon à tirer de l'affaire Cahuzac est peut-être tout simplement que la communication de déni n'est plus adaptée à notre époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables qui prennent des photos, qui filment, on est dans une transparence ou une exigence de transparence et puis dans la démonstration, dans la dénonciation d'un mensonge qui est beaucoup plus simple et donc c'est beaucoup plus difficile de tenir cette stratégie sur le long terme. Avis à l'agence qui a conseillé Cahuzac, la stratégie du mensonge ne paye plus et c'est tant mieux. Voilà, Comment Politique, c'est terminé pour le moment. On se retrouve le mois prochain pour la dernière de la saison. Mais d'ici là, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, les noms, les comptes sont en train de s'afficher en ce moment. On compte sur vous.